Mesdames et messieurs, bonsoir. Sport. Jean Randon et Pierre Josso, avec l'écurie Le Point, n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires pour cette 48e édition des 24 heures du Mans. Particulièrement à l'équipe Martini Racing, qui pour ces derniers ont sûrement abusé de ce doux nectar très cher aux clients de nos bistrots de France. Football. L'AS Monaco remporte sa 3e Coupe de France, 3-1, contre l'US Orléans, un club de 2e division. 2 buts de l'Orléanais Marais à la 6e et à la 24e minute, dont un but contre son camp. Côté monégasque, un but d'Albert Raymond à la 42e minute et du goleador italo-argentin Onis, à la 66e minute, devant plus de 46 000 spectateurs au Parc des Princes et surtout devant notre cher président, très cher président, Valéry Giscard d'Estaing, qui a des grandes chances de gagner les présidentielles d'ici 1 an. Il l'aura bien mérité. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Retro Strange numéro 2, bienvenue sur ma chaîne Planète Strange. Aujourd'hui dans Retro Strange numéro 2, nous allons parler d'un spécial Strange, un spécial Strange qui compte un peu pour moi, même si c'est pas mon premier spécial Strange, de ma vie en tout cas, dans l'ordre chronologique que quand je les ai eus, c'est le spécial Strange numéro 20, donc celui-ci. Alors pourquoi, comment, quoi, qu'est-ce, pourquoi ce spécial Strange pour moi est là pour le coup important et une nostalgie assez profonde, parce que c'est le spécial Strange où je vais accrocher, vraiment accrocher, sur la série Uncanny X-Men. Car avant, sur les précédents spécial Strange que j'avais, le plus ancien spécial Strange que j'ai eu, c'était à l'époque le numéro 8. J'ai eu ensuite le numéro 11 et le numéro 14 avant d'avoir le numéro 20. Mon problème avec Special Strange, c'est qu'en fait, j'étais assez jeune, petit, et je confondais Special Strange et Strange. Pourtant, le lettrage est pas le même, hein. Mais je confondais les deux journaux et j'avais évidemment une préférence pour Strange, parce que pour moi, mes héros, c'était Spider-Man, c'était Iron Man, c'était Daredevil. Aussi proche aussi, j'étais assez dingue des 4 Fantastiques, mais que je lisais plutôt pendant les vacances en album, donc les albums qui sortaient, et j'adorais ces héros, et de temps en temps dans Nova, mais ça c'était un peu plus rare. Voilà, donc à part ces héros-là de Marvel, les autres m'intéressaient pas trop. Et dans Special Strange, bah il y avait encore Spider-Man, donc ça c'était plutôt sympa, même si c'était différent, mais on va en parler du concept. Et il y avait la chose des 4 Fantastiques, donc c'était les 2 séries qui pouvaient m'attirer. Et il y avait cette série, les X-Men. Alors là, je ne comprenais absolument rien aux X-Men parce qu'ils étaient trop nombreux, surtout sur les épisodes que j'ai eus. Puis franchement, on comprenait rien et les choses vont se décanter à partir de ce spécial Strange. Mais ça, je vais y revenir quand on abordera la série Uncanny X-Men. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah bah si, regardez, vous n'avez pas noté? Il y a un poster gratuit à l'intérieur. Alors, je ne le possède plus, hein, ce poster. Donc je vais pas vous le montrer. En tout cas, pas vous le montrer directement, puisque je ne l'ai plus. Je l'ai eu à l'époque. Mais la question, de quel poster s'agissait-il? Ça pourrait être un quiz d'ailleurs, ça. Quel était le poster de ce spécial Strange numéro 20? Et vous pouvez chercher sur certains ouvrages spécialisés, vous ne le trouverez pas. Pourquoi?
Parce qu'il s'agit pas d'un poster de héros Marvel. Il s'agit d'un poster de héros français, et il s'agit de Mustang, enfin du journal Mustang que vous avez ici derrière, que vous pouvez voir. Et donc vous aviez des personnages de Micros, le personnage alors c'est Ozark, je crois, donc celui qui chevauche le Mustang, le cheval, et Photonic, qui était dans ce Special Strange pour faire, à mon avis, la promotion. D'ailleurs, on va en reparler, mais on en parle beaucoup de la promotion de Mustang quelque part dans ce Special Strange. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas commencer par le début. Je vais commencer par la fin, parce que le début c'est le meilleur, c'est les X-Men. Je sais que vous êtes tous là en disant on va parler des X-Men, ça va être génial, ça va être super. Non, on va parler d'abord de Marvel 2-in-1, le Marvel 2-in-1 37, datant de 1978, scénarisé par Marv Wolfman, dessiné par Ron Wilson, et ancré par Pablo Marcos, qui a pour titre, en anglais, et là je sens qu'il y en a qui rigolent déjà, The Thing je recommence. The Thing and Matt Murdock, Game Point. Oh yeah. One again. Donc voilà, ça parle de quoi exactement cet épisode de Marvel 2-in-1? C'est quoi le concept de Marvel 2-in-1 aussi? Marvel 2-in-1 est un peu dans le même concept que Marvel Team Up, dont on va parler après. L'idée originale de Marvel Team Up, c'était un peu de copier Brave and Bolt, une série de chez DC Comics qui réunissait Batman avec un héros de l'univers de DC Comics, souvent des héros pas trop connus. C'était une manière de promouvoir ces personnages-là, hein. Et Marvel Team Up reprenait un peu l'idée, mais au départ n'avait pas prévu que ça soit Spider-Man qui remplace dans l'esprit Batman, et que voilà, qui côtoie des héros. Non, l'idée c'était vraiment de faire tourner des duos de super-héros Marvel. Au départ, très ancré sur Spider-Man, parce que c'était quand même la tête d'affiche de Marvel Comics, et aussi de la Torche Humaine. Donc l'idée c'était de faire voir des aventures aussi de la Torche Humaine. D'ailleurs, Panini Comics, quand ils ont édité cette série, ils n'ont édité que les épisodes de Spider-Man. Il y a quelques épisodes de la Torche Humaine, et même d'autres héros que j'ai pas en tête ici, mais Marvel Team Up, c'est quelque chose d'un peu plus étendu. Marvel 2-in-1, c'est le même principe, avec Ben Grimm, avec la chose des 4 Fantastiques, qui se retrouve à côtoyer un super-héros ou des super-héros dans ses aventures. Dans cet épisode que nous avons là, il se passe que Ben Grimm, alias la chose, qui vit dans un appartement miteux, en tout cas l'épisode commence comme ça, va avoir quelques petits soucis. Il va se mettre à tout péter et à tout casser sans le faire exprès, vraiment. À chaque fois, il pense qu'un insecte l'a piqué, donc d'un coup, d'un revers de bain, il va balayer une bouche à incendie. Enfin, il va tout casser et créer des catastrophes. Il va être accusé par un voisin et il va se faire arrêter par la police et donc finir en cellule. Et là, comprenant pas ce qui lui arrive et en étant un peu déprimé, il fait appel à un avocat, et pas n'importe quel avocat de l'univers Marvel, puisqu'il s'agit de Matt Murdock, alias Daredevil. Que se passe-t-il autour de Ben Grimm dans cet épisode? Pourquoi fait-il ça? En vérité, cet épisode cache un vilain machiavélique, un vilain classique de l'univers des 4 Fantastiques, vraiment un ennemi assez récurrent, que je vais pas vous nommer, parce que je vous laisse le plaisir de la surprise si vous n'avez jamais lu ce récit. Pour moi, la mise en place, parce que cette histoire se déroule sur 3 épisodes, donc dans Special Strange 20, 21 et 22, pour moi, à part l'épisode de mise en place, ou on va dire les 2 premiers épisodes,
là, c'est plutôt sympathique. Après, j'avoue que le dernier épisode m'a nettement moins plu. C'est souvent un peu le problème dans les récits Marvel comme ça, où la mise en place est toujours bonne, le début, l'accroche parfaite, et puis on est vite déçu quand on découvre la finalité, quoi. Il faut conclure l'histoire et voilà. Donc j'en garde pas un souvenir particulier. Sachez que dans ces 3 épisodes vont intervenir Daredevil et plus tard La Vision. Je me demande s'il n'y a pas aussi le frelon ou enfin veste jaune ou pourpoint jaune qui intervient là-dedans. Je me souviens plus très bien. Et ça, vous me le mettrez dans les commentaires. Ce que je retiens aussi, c'est les dessins de Ron Wilson, qui est pas le dessinateur du siècle, hein, soyons clairs, mais qui est quand même pas mal, qui sont pas mal. Moi, j'aime beaucoup les dessins, les visages de ces personnages, parce que on va retrouver dans cet épisode énormément de personnages truculents, le visage du juge, le visage des policiers ou des prisonniers. Il y a une vraie expression, il y a des vraies caractéristiques physiques et je trouve qu'il y a un joli travail dessus. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que je dirais sur ce Marvel 2-in-1. C'est tout. On passe... Ah si, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Quelque chose d'important. Est-ce que cet épisode a été réédité chez Panini Comics ? Oui, cet épisode a été réédité chez Panini Comics dans l'intégrale dédiée à Marvel 2-in-1. Le numéro, je ne sais plus combien, mais c'est l'année 1978. Est-ce que cet épisode est dispensable ? Oui, il est dispensable. Moi, je ne vous conseille pas de l'acheter pour découvrir ces épisodes. On est vraiment sur un récit un peu nostalgique, donc j'ai pas fait non plus le référencement parce que on revient sur différents épisodes du passé de Ben Grimm où il a été catastrophique dans différentes époques. Notamment, je me souviens d'un épisode où il combat l'incroyable Hulk, c'est dans un des albums des 4 Fantastiques, où il casse tout et il est assez irascible. C'est le moment où il a en fait le pouvoir de redevenir Ben Grimm à volonté. Il y a aussi l'épisode Contrôle croisé où il fait énormément de dégâts. Voilà, c'est un peu toutes les références qu'on retrouve dans cet épisode-là. Mais sinon, en soi, c'est pas un épisode super intéressant. C'est assez amusant à découvrir. Concernant l'épisode suivant, qui est donc le Marvel Team Up 40, datant de 1975, j'aime autant vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire ? Le scénariste, c'est Bill Mantlo. Le dessinateur, Sal Buscema. L'encreur, Mike Esposito. Il revient tout le temps, lui. Le titre de l'épisode, Spider-Man and the Son of the Tiger. Waouh, ça pourrait être le titre d'une chanson. Et ça s'appelle Murder Beater the Second Time Around. Je vois déjà Bob en train de se moquer de mon accent anglais. Mais je m'en moque, moi. J'ai raté ma 6e et ma 5e, donc ça fait des dégâts, c'est tout. voilà le résultat. Donc, pourquoi cet épisode est intéressant ? C'est un épisode un peu remake, un peu où c'est truffé de références, d'énormément de références. Déjà, bon, on a cette magnifique couverture de Jean Frissano que vous avez là, avec ici présent la Torche Humaine, Spider-Man, l'Homme Sable que vous avez pu reconnaître, et ceux-là que vous connaissez peut-être moins, qu'on appelle les Fils du Tigre. Alors, les Fils du Tigre, c'est qui, c'est quoi, c'est qu'est-ce ? C'est un peu compliqué de vous en parler comme ça. Si, on peut, puisque leurs aventures sont totalement inédites en France. Il faut remettre dans le contexte que les années 70, puisque c'est un récit des années 70, c'est vrai que le Special Strange date de juin 1980, mais c'est des récits un peu plus anciens. C'était aussi des années kung-fu. Bruce Lee était passé par là, alors pim pam poum. Là, le kung-fu et le karaté, c'était vraiment à la mode.
Et puis, les Fils du Tigre, ils parurent dans un magazine, alors si je dis pas de bêtises, mais ça le French Geek me le confirmera en commentaire, un magazine, je pense grand format et en noir et blanc, je pense, mais ça il me le confirmera, qui s'appelle Deadly End of Kung Fu. Les Fils du Tigre ont eu leur propre série dans ce magazine. Alors, je sais plus, du numéro 1, il me semble, jusqu'au numéro, je l'avais pas noté. Et non, je l'ai pas noté, tiens. En tout cas, ils ont eu plusieurs épisodes. Quelle est leur particularité? Déjà, il faut peut-être les présenter. Il y a Bob, il y a le personnage de Ab ou Eb, Lynn et la jeune femme Lotus. Les trois garçons ont une amulette d'un tigre avec les deux pattes, les deux griffes, le visage, la gueule du tigre, pardon. Et chacun se partage cette amulette en trois et ça leur donne des aptitudes, j'imagine, de rapidité, de force, enfin bref, de dextérité, un peu au-dessus de la norme. Ce qu'ils ignorent, c'est que quand on réunit cette amulette, on a encore plus de pouvoir. Et les lecteurs de Nova connaissent le personnage qui a l'amulette au complet. Il s'agit du White Tiger, du tigre blanc qui était paru dans les épisodes de Spectacular Spider-Man et dont le personnage s'appelait Hector Ayala, si je ne dis pas de bêtises, et à qui il lui arrive des bricoles dans Nova. Donc c'est plutôt Spider-Man qui l'a rencontré. Voilà un peu tout ce que je peux vous dire sur ces karatékas. En tout cas, dans les éditions Lug, on les a jamais revus, à part dans ce Special Strange. J'ai pas le souvenir que... peut-être chez Harody Artima. Je crois que si, chez Harody Artima, dans la série qui concerne Luke Cage et Iron Fist, les personnages réapparaissent par moment, de mémoire. Mais me demandez plus dans quel magazine ou quel journal. L'autre intérêt, c'est la batterie de vilains et surtout les personnages qui sont réunis dans cet épisode qui interpellent. Donc l'intrigue commence dans le numéro 10, Special Strange numéro 19, donc dans le Marvel Team Up 39, la Torche humaine des 4 Fantastiques et Spider-Man se retrouvent confrontés à des ennemis qu'ils connaissent bien. L'Homme Sable, les Exécuteurs. Dans les deux cas, ils les ont déjà affrontés précédemment dans une aventure de Spider-Man, notamment dans un Amazing Spider-Man des années 60, donc dans les vraiment toutes premières aventures. Donc on est vraiment sur un Marvel Team-Up nostalgie, un Marvel Team-Up qui nous renvoie à des vieux épisodes et truffé de références à plusieurs vieux épisodes du tisseur. Et avec ses compères, nous avons deux vilains qui réapparaissent, deux vilains franchement auxquels on s'attend pas du tout à voir parce que ils sont censés être morts. Il s'agit du Big Boss ou du grand patron, appelez-le comme vous voulez, qui était le premier chef des Exécuteurs, qui est en fait Frederick Fowell. Donc ceux qui se souviennent un peu des aventures de Spider-Man des années 60, Frederick Fowell va se réhabiliter après avoir été un seigneur du crime organisé et va devenir un peu la taupe, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, ou la balance de Joan Jameson en termes d'information de ce qui se passe dans le milieu. Il va avoir un destin tragique puisque Joan Jameson va être capturé par le Caïd avec Spider-Man. Dans les premières, vraiment la première apparition du Caïd, et Frederick Fowell va sauver Joan Jameson au péril de sa vie, et on peut le dire, il en est mort. Donc il est mort d'une crise de saturnisme après avoir tenté de sauver Joan Jameson. L'autre personnage, c'est le Maître du Crime. Alors le Maître du Crime, c'est un personnage qui ressemble étonnamment au Big Boss, donc évidemment les associer tous les deux dans une aventure, pourquoi pas. D'ailleurs les questions se sont posées autour du Maître du Crime,
où mais ce personnage, je ne comprends pas ce personnage. Est-ce que c'est pas finalement le Big Boss? Est-ce que c'est pas Frédéric Fowell qui se cache derrière le masque du maître du crime? L'identité du maître du crime sera révélée dans Amazing Spider-Man 26 et 27. C'est d'ailleurs les deux Amazing Spider-Man où va apparaître le maître du crime, qui est un criminel qui veut prendre le pouvoir sur la Terre, mais qui va être confronté aussi au bouffon vert. Donc on va avoir affaire à une guerre des gangs entre les deux vilains. La vie du maître du crime va s'arrêter à la fin de cet épisode, enfin du 27e, puisque il se suicide juste avant que les forces de l'ordre viennent l'arrêter. Son identité est connue puisque c'est Nick Lewis, alors qu'on aura cru pendant tout l'épisode qu'il s'agissait de Frédéric Fowell. Mais non, pas du tout. Ah, surprise! Donc, la question qui se pose, c'est qui sont ces deux individus qui reprennent le flambeau du Big Boss et du maître du crime, vu que ces deux personnes sont, enfin ces deux personnages sont morts déjà. Et ben ça, je vous laisse le deviner et le découvrir dans ce récit, dans ce Marvel Team Up, ou en relisant ce spécial Strange, ou en découvrant l'intégrale Marvel Team Up 75-76, pardon, où vous retrouverez ces épisodes-là, justement. Ce que je peux vous dire, c'est que ouais, sur les références, si évidemment on pense tout de suite à Amazing Spider-Man 10, 26 et 27 pour le Big Boss et le maître du crime, on retiendra aussi Amazing Spider-Man 18 et 19, puisqu'on retrouve la même réunion entre Spider-Man, la Torche, les Exécuteurs et l'Homme Sable. Donc c'est vraiment truffé de clins d'œil. Sur la mort de Frédéric Fowell survient dans Amazing Spider-Man 52, si vous cherchez la référence. Ce qui est très très curieux, donc le récit se déroule dans l'esprit d'une bonne vieille bagarre, comme c'est le gérer Marvel, et ce qui va se passer, c'est que un coup ils vont se faire capturer, Spider-Man et la Torche, ils vont être libérés par les Fils du Tigre, et puis entre-temps certains membres des Fils du Tigre vont se retrouver prisonniers par eux, et puis Spider-Man va les libérer, mais au fait, où est passée la Torche? Eh ben la Torche, figurez-vous qu'elle se taille au milieu du récit, et pour des raisons mais alors hallucinantes. Enfin bref. Donc ces épisodes anciens, vous les retrouverez dans les intégrales dédiées, je veux dire, donc l'époque Stanley Steve Ditko. Hein. Là j'ai celui avec le maître du crime, c'est l'intégrale 1965 que vous trouverez, je pense, facilement si vous le cherchez. La mort de Frédéric Fowell dans l'épisode du Caïd, c'est dans l'intégrale 1967. La première apparition du Big Boss et les deux épisodes où les Exécuteurs affrontent Spider-Man, la Torche, et il y a l'intervention de l'Homme Sable. Dans l'intégrale 1964, ça a été, je crois que concernant notre ami le grand patron, ou le Big Boss, vous l'avez aussi dans cette... Non, c'est pas un icône, j'ai oublié le nom. Vous l'avez dans cette revue, hein. Vous chercherez. Voilà, ça, c'était concernant Spider-Man. Waouh! On enchaîne sur Uncanny X-Men. Alors, je reviens à ce que je disais, en fait, sur Uncanny X-Men. Avant de commencer, si, quand même. Les deux numéros engagés, donc c'est Uncanny X-Men 114 et Uncanny X-Men 115. Scénariste Chris Claremont, dessinateur John Byrne, encreur Terry Austin. J'ai même pas besoin de regarder mes notes. Ce trio est le trio de la série Uncanny X-Men. C'est ceux qui ont marqué, mais au fer rouge, la série. C'est l'âge d'or des X-Men, soyons clairs. Je pense que pour beaucoup d'entre nous qui ont lu ces épisodes à l'époque, on a été marqués, fortement marqués. Le titre, ou les titres, le premier titre du 114, c'est Désolation.
Le titre suivant, c'est Vision of Death. Ouais, j'adore. Et donc, bah, pourquoi j'ai aimé, moi, les X-Men à partir de là? Alors, c'est vrai que c'est aussi le changement de dessinateur, parce que moi, les précédents Special Strange, c'est que où j'avais vu les X-Men, c'était Dave Cockrum, mais c'était pas lui le problème. Très sincèrement, c'était pas lui, c'était vraiment cette multitude de personnages qui fait que j'avais énormément de mal à suivre, surtout dans l'épisode du Special Strange numéro 11, où on a les X-Men contre les X-Men, dans la station orbitale du Shield. Et là, il y a les anciens, les nouveaux, ils se foutent dessus, et il y a même d'ailleurs une superbe pleine page sur 2 pages. Si on n'est pas familier au personnage, c'est assez violent. Donc j'ai tout de suite rejeté la série en me disant pas bon ça, ouh, caca, ça me plaît pas. Donc voilà. Et là, bah, ce qui m'a fait rentrer dans l'univers des X-Men, bah, c'est quelque chose d'aussi simple que ça, c'est les dinosaures. Et oui, parce que les X-Men, après le Special Strange 19, après un combat acharné contre Magneto en Antarctique, la majorité du groupe va réussir à s'enfuir par les souterrains, en créant un souterrain, puisqu'il y a le volcan va exploser en Antarctique et détruire la base de Magneto. Alors que 2 X-Men vont réussir, eux, à s'extraire à l'extérieur, donc c'est tout le début de l'épisode 114. Il s'agit de Jean Grey, alias le Phénix, et le Fauve, le célèbre Avenger, et aussi X-Men. Ces 2 personnes sont persuadées que les autres X-Men sont morts, et les X-Men qui sont partis dans les souterrains, donc ils sont composés de Cyclope, du Hurleur, de Tornade, de Colossus, Wolverine, Diablo, ou Nightcrawler. C'est eux qui arrivent à s'enfuir par les sous-sols, et ils vont arriver dans la jungle oubliée de l'univers de Marvel, donc la jungle oubliée, chère à Edgar Rice Burroughs, et qui nous renvoie un film de mon enfance qui s'appelle Le 6e continent, à chaque fois que je vois cet endroit. Donc c'était en plus l'époque où j'ai découvert le film, en salle avec mes parents. Et donc c'est assez surprenant parce que je fais waouh, c'est génial, il y a des dinosaures, des super-héros qui affrontent des dinosaures, et il y a un personnage qui va surgir, pas n'importe lequel, Khazar. Et là, moi, quand j'ai vu Khazar pour la première fois, je me suis dit, tiens, il y a Rahan en plus. C'est vachement bien, il y a Rahan avec les X-Men. Bon, c'était pas Rahan, mais c'est pas grave, il lui ressemblait, hein. Donc, bah, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Une fois qu'ils sont arrivés dans la jungle oubliée, les X-Men vont rencontrer des villageois qui vont les aider, et Tornade va être attaqué par un personnage lugubre, pas sympa du tout. Un personnage du nom de Sauron, cher à Tolkien. Non, ce n'est pas le même Sauron. C'est un clin d'œil des créateurs à l'époque de Sauron, à savoir Neil Adams, et je ne sais plus qui est le scénariste. Mais vous m'excuserez. En tout cas, si vous voulez découvrir la première apparition de Sauron, c'est dans Uncanny X-Men 60. Le personnage s'appelle Karl Lycos, hein, c'est comme ça que je prononcerai, et il est docteur, ça manque pas de, voilà, et la particularité de Karl, c'est qu'il a été attaqué par des ptérodactyles, alors j'imagine, en s'approchant de la jungle oubliée, en passant par la cordillère des Andes, pour essayer de sauver sa petite amie, et il a été mordu par un de ces ptérodactyles qui lui a inoculé un virus mutant qui a la particularité de le transformer en homme ptérodactyle, et il absorbe l'essence vitale ou l'énergie vitale de ses victimes. Donc quand c'est des humains ou des êtres vivants classiques, ça a des conséquences, évidemment, qui peuvent être mortelles. Mais quand il s'agit de mutants avec une énergie débordante, là, Sauron a de quoi se nourrir et de s'alimenter. Il est donc victime de sa condition, et dans les épisodes des années 60 avec les premiers X-Men, Karl Lycos était laissé pour mort, en fait, tombé dans une crevasse, et en fait on va découvrir qu'il a survécu et qu'il a vécu au milieu de la jungle oubliée, et pas très loin et proche de Khazar, donc le Tarzanide de l'univers Marvel.
Karl Lycos quand il se transforme en homme ptérodactyle, change de personnalité, un peu comme le lézard, et a la capacité de voler, puisqu'il a des ailes qui lui permettent, voilà, et il vole aussi bien qu'Angel des X-Men. Et il a un autre pouvoir, un pouvoir hypnotique, et un pouvoir de créer, de faire croire à ses adversaires que ils peuvent être, enfin, d'avoir des hallucinations. Donc il crée des hallucinations à ses adversaires. Et c'est plutôt bien fait, bien rendu dans le dessin de John Byrne, je trouve. Les X-Men vont quand même réussir à lui foutre une bonne tannée parce que l'attaque sur Tornade, pas cool. C'est Colossus qui va régler le problème puisqu'il va se transformer en homme d'acier au moment où Sauron va vouloir absorber son énergie vitale, ce qui va lui créer une surcharge d'énergie qui va l'envoyer dans le décor. Et c'est à ce moment-là que Khazar décide d'apparaître. Il va donc apparaître et il va accueillir les X-Men en leur demandant ce qu'ils font là et comment ils sont arrivés là. Lui-même vit une situation plutôt de crise, donc qui a été publiée, alors si je dis pas de bêtises, dans la deuxième série, Khazar, épisode 16 à 20, datant de 76 à 1977, paru en France entre 1986 et 1987, dans les pockets noirs et blancs Vengeurs du 10 au 17. Voilà, ça c'est pour être précis. Donc les événements les événements dont fait référence Khazar sont dans ces numéros-là si vous les cherchez. Les deux derniers épisodes sont totalement inédits par contre. Les événements relatent l'invasion de la Terre sauvage et la fusion de deux mondes, donc des dimensions parallèles, qui a une dimension parallèle qui va fusionner avec la dimension terrestre, et notamment sur la Terre sauvage. Des armées vont attaquer évidemment la Terre de Feu, enfin la Terre de Feu, la Terre sauvage, et on les appelle les armées de Karl. Alors ils volent avec ils chevauchent des requins volants, je crois, de mémoire, avec des espèces d'ailes. Et tout ça est provoqué par Clan, le maître du son, je crois qu'il a été manipulé pour ouvrir cette fusion dimensionnelle. Zaladan, la prêtresse, que vous avez pu découvrir dans là ça remonte aussi dans la première série de Khazar. Donc là je vous renvoie à l'intégrale Khazar qui est dédiée, qui doit être le premier volume où en fait Zaladan, qui vénère le dieu de la terre, du pays oublié, de la jungle oubliée, et un dieu de pierre qui s'appelle Garok. Mais pour faire revenir Garok dans le monde réel, puisque la première version de Garok est morte dans les épisodes de Khazar, là il faut sacrifier un humain qui va se transformer en Garok. Garok va intervenir et renvoyer les armées de Karl dans leur dimension, et avec son pouvoir sur la jungle oubliée, veut façonner une nouvelle fois la jungle, mais va créer un déséquilibre qui peut mettre tout simplement fin à la jungle oubliée en créant un hiver, alors que la jungle oubliée déjà vit en Antarctique, dans les régions très froides. Elle n'a pas besoin d'hiver, surtout pour des grands sauriens, j'imagine. Donc tout ça va créer une situation de crise. Mais les X-Men décident de ne pas intervenir dans cette aventure et préfèrent clairement dire non, mais nous, il faut qu'on aille sauver le professeur Charles Xavier. On ne sait pas si Magneto a survécu. Enfin, ils ont des états d'âme. Mais comme la situation devient de plus en plus critique, les X-Men vont intervenir. Mais ça, cette suite, c'est dans Special Strange numéro 21. Voilà, je crois que j'ai tout dit, ou presque. Si vous cherchez cette histoire, vous l'avez. Dans l'intégrale X-Men numéro... je n'ai plus, l'année 77-78. Ça, c'est l'édition des 50 ans. Et vous l'avez dans ce format aussi. Alors que moi, j'avais pris le format souple. Et je crois que c'est dans les... Ah, c'est pas tout de suite. C'est... voilà.
toutes premières aventures, voilà, hein, de notre ami. Voilà, ça vous donne une bonne idée. Et puis voilà, on avance. Qu'est-ce qu'il reste à voir? Hein? Quoi, Norman? Les articles scientifiques et le courrier des lecteurs? Mais pourquoi pas le courrier des lecteurs? Il n'y en a pas. Eh oui, je suis désolé, Norman, mais dans ce spécial Strange que j'ai choisi, il n'y a pas de courrier des lecteurs, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Donc vous n'aurez pas de courrier des lecteurs dans ce rétro Strange. En revanche, mais oui, parlons un peu de ce qui se passe dedans. Déjà, la page, le Lug Revue, magnifique quand même, avec la collection des super-héros. Vous avez quoi? Blake, Kiwi, Nevada, Rodeo, Yuma, Zambla, la collection super-héros, Mustang 54, ça y est, le premier Mustang avec les super-héros de l'univers de Lug, Nova 20, je sais plus combien, Strange et Titan. Et le bon de commande avec des titres qui font vraiment rêver, quoi, je veux dire. Les robots de Fatalis, Le Prince des Mers, Panique à New York. Tiens, mon premier album des 4 Fantastiques. Perdu dans le cosmos, Le Maître des Esprits. Celui-là, je l'avais pas, j'étais fou, je voulais l'avoir. Et puis, les autres, le Spectre, rien à voir avec le méchant de James Bond, quand même, dans les albums de l'Araignée. Vous avez les albums Conan, les autres albums, La Guerre des Étoiles, la saga d'Ironjo. Enfin, voilà. Et puis, nous avons quelques articles, des articles culturels importants pour les éditions Lug, surtout pour les journaux, pour la jeunesse. Donc vous avez l'histoire de la magie avec Nostradamus et la baguette magique. Qu'est-ce que ça peut amener, la baguette magique? Et plus bas, vous avez surtout la petite promo qui va bien. N'oubliez pas, Mustang, le 5 juillet. Des articles, on voit un article sur l'alpinisme. On vous parle de l'alpinisme depuis 1872 quand même, hein. Voilà, les femmes aussi, attention à l'inexpérience, le Mont Blanc, voilà, bon bref. Et puis la révolution chimique, un article là-dessus, c'est vraiment fascinant, hein, pour des petites têtes blondes comme nous. Et puis voilà, hein, vous avez les pages qui font l'auto-promo des autres journaux des éditions Lug, comme Speedé, l'album L'Araignée, Nova, Mustang, Titan, enfin voilà quoi. Excusez-moi, j'ai une toux, hein, j'ai attrapé froid et j'arrive pas à la décrocher, hein, cette toux-là. Et puis voilà, on a fini, terminé. C'est pas mal ce petit rétro là, ce rétro spécial Strange là. Strange. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant une fois qu'on a lu ça? Qu'est-ce qu'on dit? On dit que je vais essayer donc de vous faire des émissions un peu plus régulières. Je vous promets pas. En tout cas, le format rétro Strange, je vais essayer. J'ai bien essayé de le rendre hebdomadaire, même si la semaine prochaine ça risque d'être compliqué. Arrive bientôt un avis sur le sujet quand même, parce que il est là, le dernier Black et Mortimer. Et puis j'ai actuellement une petite lecture d'un dé qui est plutôt pas mal. Alors peut-être que j'en parlerai dans un review très très court, voilà. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes amis? Vous me mettez un petit pouce bleu si vous voulez me mettre un petit pouce bleu. Vous mettez un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir quand vous mettez des commentaires. Même quand vous êtes un haters. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain Rétro Strange ou un autre format. Et puis je vous embrasse bien fort et je vous dis n'oubliez pas, le Parigo, vaut mieux l'avoir sur YouTube.